Bonjour à toi. Avant de te laisser te faire chatouiller les oreilles avec mon invité, je voulais simplement te dire que la saison 3 de Meshahu se fera en 2 parties. L'année qui s'est écoulée a été très difficile pour moi, comme tout le monde. Et je ne te cacherai pas que j'ai même pensé, et d'ailleurs à plusieurs reprises, à arrêter le podcast. Mais je ne l'ai pas fait. Et tu sais grâce à qui ? Grâce à toi. Toi qui m'encourages à chaque fois. Toi qui as compris l'importance de donner une parole émotionnelle aux personnes qui font et qui font de leur mieux malgré les difficultés. Et c'est pour cela que j'ai repris les enregistrements, mais à mon rythme, au rythme des émotions. Donc, comme je te le disais, la saison 3 existera bien, mais elle sera scindée en 2. Des Meshahu consécutives, une pause estivale et la seconde partie à la rentrée. Allez, je te laisse en compagnie de mon invité. Bonjour, Eslamenwen, marhaba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Meshahu. Meshahu est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Meshahu, Meshahu. Dans cet épisode, je rencontre Mira Gassem, fondatrice de Bebsmen. Avec Mira, nous avons parlé de la culpabilité de l'exil, de l'importance de la langue maternelle et de l'utilité de l'histoire dans notre présent et notre futur, mais pas que. Merci à toi, Mira, d'être venue nous raconter ta Meshahu, avec autant de spontanéité, de joie de vivre et de volonté. Meshahu, Meshahu. Bonjour Mira. Bonjour Taous. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais. Ça va. C'est un peu rigide là, non ? Non, ça va ? Peut-être. Non, ça va, tout va bien. Super. Je suis très à l'aise avec toi, tout va bien. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invitée, surtout, c'est un plaisir. Ouais. La première question que je pose à mes invités, c'est est-ce que tu veux bien te présenter à nous ? Oui, bien sûr. Ça a l'air simple, mais en fait, c'est compliqué. Exactement, c'est exactement ça. Alors, je vais faire les choses à ma façon, donc c'est plutôt carré. Alors, je m'appelle Mira, j'ai 36 ans. Ouais. Je suis fondatrice d'un site internet et une revue du même nom qui s'appelle Bebsmen. Donc, c'est un site d'histoire. Je suis une passionnée d'histoire, forcément. Et je ne fais pas que ça. J'ai plein de petits plaisirs dans la vie. Je suis une passionnée de la ville d'Alger aussi, de l'Algérie dans sa globalité. Je suis une personne assez positive. J'aime faire plein de choses. La journée ne me suffit pas généralement. Et en plus j'aime bien dormir, donc c'est pas comme si je vais pas faire genre je me lève très tôt. Non, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, en gros, si je devais résumer ma petite personne. Ouais. T'es née où, Mira ? Je suis née à Alger. Oui. Et t'as grandi dans quel quartier ? Alors, j'ai grandi à Sorekal, du côté de Bebzouar, jusqu'à mes 7 ans.
Et à l'âge de 7 ans, je suis partie avec mes parents vivre en France, à Paris. Voilà. Petit passage par l'Alsace, mais Paris pour la suite, jusqu'à mes 25 ans. Voilà. D'accord. Alors, on va débuter par Sorekal. Tu as des souvenirs de ton enfance à Bab Zouar? J'en ai plein. Je sais pas si c'est parce que justement c'est une première partie de vie et puis tout de suite coupée comme ça de façon tranchée suite au départ. Du coup, je me souviens de ma maîtresse, je me souviens de mes petits camarades, je me souviens de mon trajet pour aller à l'école, je me souviens de pratiquement tous nos voisins. Je me souviens de plein de choses, des soirées Fermdan, Derbouka, les petites coupelles que les parents nous achetaient, enfin les filles surtout, à chaque Ramadan. Ça, c'est un souvenir très particulier parce que je ne sais pas si ça se faisait comme ça dans toutes les familles. Ma mère ne refaisait pas forcément toute sa vaisselle comme c'est à la mode en ce moment, mais elle m'achetait à moi, je me souviens, chaque année une petite marmite et un bol ou derbouka jdida. Je sais pas si elle voulait faire de moi une bonne cuisinière, en tout cas c'est raté. Parce que je suis nulle. Ah ouais? Oui. Et du coup, qui est-ce qui cuisine à la maison? Je le fais quand même parce que il faut bien s'entraider. Je peux pas tout le temps être celle qui fout rien. Sinon, si on veut bien manger, c'est mon mari qui cuisine. Ouais. Mais moi, je le fais par nécessité. Donc parfois, c'est mangeable. Souvent, c'est infect. Ah oui, infect. Oui, c'est arrivé très très souvent. Je m'en sors un peu mieux les derniers temps pour certains plats, enfin ceux que j'aime le plus, forcément. C'est quoi ton plat préféré? C'est le couscous, franchement, je suis pas très originale. Et du coup, tu t'en sors bien à le cuisiner? Oui, ça va. J'ai une amie qui m'a donné une recette inratable, très simple, et c'était la première fois que j'utilisais une cocotte minute. Ouais. Ça fait pas très longtemps, hein, et c'était un miracle. On aurait dit une femme de la préhistoire qui avait été propulsée en pleine modernité. Et j'étais là, mais c'est magique ce truc. Ça cuit vite et puis ça cuit bien, tout ça. Donc le couscous, je le réussis pas trop mal, honnêtement, parce que je suis très honnête et quand c'est pas bon, je mange pas. Bah c'est pas bon en fait. Voilà. Bon, on est parti de Sorekal, je suis arrivée au couscous. Ouais, c'est bien. C'est ça, Meshahou. Hein. Tu vas commencer d'un point A pour te retrouver à Z, pour revenir à B. Parfait, ça me va. Ouais. Et du coup, à l'âge de tes 7 ans, donc tu quittes l'Algérie pour aller en France. C'est ça. Comment s'est passée cette traversée? Alors, au début, il y a eu plusieurs étapes parce qu'on n'était pas censé partir et ne plus revenir. On est parti dans un but précis. Ma sœur se mariait et son mari habitait en France. Et on est parti, ma mère et moi. En fait, mon père, juste avant, avait fait partir mes frères. Il avait obtenu des visas pour eux. C'était très compliqué à l'époque. C'était les années 90. J'ai un frère qui était en stage à l'ENTV et puis un autre qui était à l'université. Et donc mon père voulait les faire partir parce que voilà, l'Algérie à ce moment-là, c'était pas très sûr, tout ça. Donc voilà, il voulait leur ouvrir la voie pour autre chose. Il avait réussi pour mes deux frères, mais il y avait ma mère et moi, ma sœur allait se marier, on restait en Algérie. On est parti pour le mariage et mon père devait nous rejoindre. Et mon père était journaliste à l'époque. Il venait de prendre sa retraite anticipée, voulait profiter un peu de la vie. Et en fait, il a été agressé dans la rue. Et on ne sait pas si c'est du simple banditisme ou autre. En tout cas, c'est ce qui a fait que nous, on n'est pas rentrés. Mon autre frère nous disait, il en est hors de question, soit on est tous ensemble au même endroit, sinon c'est pas la peine. Si à chaque fois qu'il y a quelque chose, une bombe, un attentat ou autre, on se met à paniquer et voilà, c'est pas possible. Donc ma mère et moi, on est restés en Alsace, donc chez ma sœur, et mon père nous a rejoints un peu de temps après. Voilà comment ça s'est passé. Donc c'était compliqué au départ parce que on avait dit au revoir à personne. D'ailleurs, quand on était revenus un an
après chez nous, il y avait encore, je me souviens, ma mère avait laissé quelques ingrédients comme ça sur la table, et bien sûr mon père n'a jamais rangé, il n'y avait pas touché, on les avait, on les a retrouvés. Ouais. Donc la maison était restée en l'état, vraiment. Même si mon père était resté un peu là-bas, mais suite à son agression, il était parti chez ma grand-mère. Donc on avait retrouvé la maison en l'état avec toutes nos affaires au même endroit, tout ça. Donc au début c'était un peu difficile, même si je me suis très très vite, j'étais jeune, j'avais 7 ans, et puis l'Alsace, faut dire que c'est très joli. J'étais dans un tout petit village, j'allais à l'école en bus, on m'a tout de suite accueillie à bras ouverts. J'étais la seule la seule élève qui n'était pas française, et là pour le coup c'était même pas française d'origine, c'était pas française du tout. Et c'était vraiment un tout petit village, paumé, et du coup tout le monde a été très gentil avec moi, et ils ont tout fait pour que je puisse m'intégrer rapidement, surtout en cours. J'avais un élève qui était le meilleur de sa classe, qui était spécialement dédié à ma cause, et ça m'a beaucoup aidé. Je me suis vite sentie à l'aise, et j'ai même fini par une pièce de théâtre à la fin de l'année. C'était vraiment sympa. Donc j'ai pas vraiment ressenti le choc tout de suite. C'était plus difficile quand on est parti à Paris. Voilà, parce qu'il fallait quitter l'Alsace, c'était chez ma sœur, et puis pour s'installer, on est parti vers la capitale. Mes parents devaient travailler, c'était plus simple. Un village, c'était pas vraiment fait pour nous, et c'était plus compliqué à Paris. Voilà, les appartements sont petits. Moi, quand j'étais à Sorecal, on jouait dehors, les voisins, les copains, tout ça. Là, si ma mère ne m'emmenait pas au parc, on était à la maison. C'était une vie qui était totalement différente. Et là, j'ai bien senti le truc, même si ça a été assez rapide aussi, l'adaptation. Je pense aussi parce que j'étais très jeune et que ça se passait très bien à l'école. J'étais très fière de voir qu'en une année, tout était rentré dans l'ordre, comme si je n'avais jamais vécu ailleurs. Et voilà, pour ma première année, ça devait être beaucoup plus difficile pour mes parents. Je le sais maintenant, avec du recul. Sur place, je n'y pensais pas forcément, mais ça devait être plus difficile pour mes parents, oui. Et du coup, comment on te parlait? Parce que là, en racontant ça, tu as un écart d'âge hyper important avec tes frères et sœurs. Oui. Et étant enfant, comment on te parlait? Est-ce que tu te souviens comment on te parlait? Comment les adultes te parlaient? Comment tes parents ou tes frères ou ta sœur t'ont expliqué cette situation? On m'a pas vraiment expliqué. J'étais dans le bain, je le comprenais très très bien, très tôt, très jeune. J'ai eu un sentiment de culpabilité permanent parce que on suivait l'actualité en Algérie à travers les infos, comme tout le monde. Et je me souviens, une fois, je devais avoir 11 ou 12 ans, j'ai eu une crise de larmes pas possible à cause de ce qui se passait, mais pas uniquement à cause des attentats et tout, mais parce qu'on était ailleurs. Et j'avais l'impression que c'était pas bien. Et pourtant, on n'en avait jamais parlé chez moi, où mes parents sont vraiment issus d'une ancienne génération où il y a cette espèce de pudeur, mais il y a aussi ce truc un peu dictatorial où c'est moi qui décide, c'est comme ça, il n'y a pas à expliquer les choses. Donc on a toujours vécu de cette façon-là. Ça nous empêchait pas, ça m'a pas empêché de comprendre les choses. Mais la chose notable qui n'a rien à voir avec le fait d'expliquer, on m'a surtout parlé en derja, en arabe, بالعربية بتزيرية تاعنا. Et c'est ça qui a fait que j'ai gardé, parce que j'ai des cousins qui sont partis au même âge que moi. Très vite, c'est normal, c'est naturel. Ils ont perdu l'usage de l'algérien, du parler algérien, et moi non. Et ça, c'était la volonté de mes parents, et plus précisément de ma mère. Ma mère, qui, quand on était en Algérie, elle me parlait en français. Pour que j'apprenne, une langue en plus et tout ça. Et dès qu'on a mis les pieds sur le sol français, elle a switché d'une force, et elle me disait tout le temps, le français c'est à l'école, et ici, Fdar,
Tadrid Zeria. Et c'est grâce à elle que j'ai gardé justement la langue. J'ai jamais eu de problème quand j'allais en vacances ou autre. Je n'ai jamais été perçue comme l'immigrée ou quoi que ce soit parce que j'étais tout de suite dans le bain et j'avais aucun problème de langue. Aucun, bien sûr, l'arabe classique, là on est dans autre chose. Oui. Parce que ça s'apprend à l'école. Mais ce qui s'apprend à la maison, à travers la langue, c'est mes parents et encore plus ma mère. Je lui dois ça et c'était très important parce qu'après je me suis installée ici et on n'a pas toujours envie d'être perçu comme le gaoulia de service. C'est le cas à travers certaines choses forcément, mais en tout cas pour la langue j'ai pas ce problème. Et c'est le truc que je retiens en tout cas de comment on m'a parlé. C'est ça que je retiens. À ton avis, qu'est-ce que cette expérience-là de la vie t'a apporté aujourd'hui ? Si ça t'a apporté quelque chose. Forcément, j'ai pas eu peur de revenir. J'ai pas eu peur de revenir. Ça m'a apporté le fait d'être consciente très très vite, très jeune, d'un attachement envers un pays dans lequel j'ai pas forcément vécu. Mais ça m'a marqué, les 12 ans où je me sens pas bien parce qu'on est ailleurs, tout ça. Ça m'a vraiment marqué. Donc, ça m'a apporté très vite le fait de savoir où je voulais être. Voilà. C'est surtout ça. Je pense que je retiendrai ça. Et quand tu te présentais, par exemple, quand tu étais à la fac ou en tout cas en France, quand tu te présentais, est-ce que tu donnais systématiquement ta nationalité ? Oui, parce que j'ai fait droit avant de faire histoire. Il y avait très peu de gens d'origine nord-africaine ou autre. C'était beaucoup de Français. Et contrairement aux autres filières universitaires, du coup il y avait un décalage dans le mode de vie. Il y avait un décalage. Ma mère est conservatrice. Voilà. Enfin, quand on la voit, je lui dis tout le temps, tu es un leurre. Quand on la voit physiquement, elle est là, avec ses petits cheveux, avec sa petite laine sur sa robe à fleurs, tout ça. Elle fait très Ginette, mais en fait, c'est Douja. C'est voilà, c'est pas l'ouverture d'esprit. La maison. Mon père, si. Mais maman, non. Et c'est elle qui tenait les rênes. Et du coup, voilà, non, mais il n'y a pas soirée, mais ça va pas. 20h, c'est 20h. Donc, à chaque fois, moi, je disais à ma mère, je lui disais tout le temps, oui, non, on a fini tard les cours. Et en fait, je faisais les before des soirées avec les copines et tout le monde savait et tout le monde jouait le jeu parce que je leur expliquais pourquoi. Voilà, moi je suis différente. D'ailleurs, ma vie, je l'ai vécue différemment après. Mais à cette époque-là, je vivais avec mes parents, j'étais jeune, j'avais 18 ou 19 ans. J'étais prête à faire une révolution dans un pays, mais jamais contre ma mère. Ah bon, ma mère, ouais. Vous pouvez me mettre tous les dictateurs du monde. Ils me font pas autant d'effet que ma mère. Elle est toujours en vie ? Elle est toujours en vie, ouais. Et depuis, alors j'ai cru comprendre que tu avais une enfant. Oui. Tu as un enfant. Et maintenant que tu es devenue maman, est-ce que tes relations avec ta mère ont changé ? Oui. Ouais. Déjà avant l'enfant, forcément, puisque j'ai pas eu ma fille très jeune, donc j'ai eu le temps de résoudre certains conflits avec ma mère et de comprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, notre relation, elle est encore plus forte parce que il y a un truc très simple, c'est pas du tout de la philosophie ou quoi. Elle adore ma fille, elle la garde souvent, donc c'est génial. Ma fille passe souvent ses week-ends chez ma mère quand elle est là, parce que mes parents ils vivent toujours en France, mais ils viennent souvent en Algérie. Et donc on communique beaucoup à travers ma fille qui s'appelle Asila et puis surtout elle lui apporte des choses que je suis pas capable de lui apporter aujourd'hui par manque de temps, pour un tas de raisons. Donc tout cet aspect familial, cet aspect où elle explique les choses où elle les explique pas tout court, donc où elle lui dit non, c'est moi l'adulte, c'est moi qui décide, et pour moi ça crée un équilibre parce que ça soit pour moi ou pour mes
mes frères ou ma sœur, bon, ils sont plus âgés, mais je saurais pas dire, enfin, il n'y a pas eu de dégâts, enfin, je le ressens pas comme ça. J'ai vécu une enfance avec ce que je t'ai expliqué, qui était quand même agréable, même pendant mon adolescence où j'étais en pleine révolte par révolution, c'était pas non plus le pire. Enfin, j'ai toujours eu des relations avec mes parents quand même assez j'ai toujours été proche de mes parents. J'ai pas eu de soucis majeurs avec eux, et il y a beaucoup de choses que je retrouve aujourd'hui et qui sont là grâce à mes parents. Donc du coup, le fait qu'il y ait assis là et qu'elle puisse lui apporter des choses. Oui, moi je me dis non, je suis trop moderne pour faire ce genre de truc, j'assume pas avec moi-même. Mais j'ai lu des trucs, voilà, on va sur des sites internet pour savoir quand un enfant chouine, qu'est-ce qu'on est censé lui dire ou pas lui dire. Donc je vais pas me mettre à lui crier dessus ou à faire des trucs que je vais pas assumer. Donc je la laisse faire et c'est très bien. C'est très très bien. Voilà, en gros, ouais. Mais oui, mes relations sont différentes. Je l'étais, mais je suis encore plus proche qu'avant. Voilà. Et à ton avis, qu'est-ce que tes parents, et essentiellement du coup ta maman, puisque tu disais que c'était elle qui tenait les rênes, t'ont transmis comme valeur? Si je devais en citer une, c'est la loyauté. C'est la loyauté, je tiens ça de ma mère, ouais. C'est une personne très loyale. Ouais. Voilà. Et je me suis rendu compte tardivement que c'était quelque chose de très très important aussi pour moi dans mes relations, dans ma vie du quotidien, dans ce que j'estime devoir à ce pays, encore une fois. Et ouais, ça je le tiens de ma mère, ouais. Ouais. La loyauté, enfin, il y a tellement de choses, c'est compliqué de répondre comme ça à certaines questions. Et puis le fait de pouvoir vivre avec, de s'adapter, de pouvoir vivre avec tout le monde, voilà. Avec, j'ai toujours reproché à ma mère la pudeur qu'elle mettait dans tout. Dans tout, on n'a pas le droit de dire ci, on n'a pas le droit de faire ça. Je parle pas je parle pas de choses, je parle pas de sujets qu'on estime tabous. Hein. Je parle de pudeur même dans le sentiment, le plus pleurer. Voilà, exactement. Même dans digne. Les relations filiales. Enfin, on se dit rarement je t'aime ou des choses comme ça. Et c'est quelque chose qu'elle m'a transmis malgré moi. Je sais pas si c'est une valeur ou pas. Moi, je te dis instinctivement les choses, hein, même pour la loyauté. C'est quelque chose qu'elle m'a transmis. Au début, j'en voulais pas. Mais en fait, c'est ça qui par moment, qui dans les pires situations ou avec les personnes qui conçoivent la vie de façon complètement différente de la mienne, j'arrive à composer avec. C'est ce voile de pudeur qui me le permet, parce que parfois, voilà, oui, c'est vrai, parfois je me dis quand je ne dis pas les choses, j'arrive à mieux les vivre, bizarrement. C'est bizarre, hein, mais je les dis pas, je les matérialise pas. Et si j'arrive à les avaler, comme des couleuvres, on les avale, et puis après, bon, j'arrive quand même à vivre certaines choses avec tout le monde, en fait. Voilà, avec tout le monde. Et est-ce que tu penses que c'est ces deux valeurs-là, donc l'adaptabilité et puis la loyauté, que toi, tu aimerais transmettre à ta fille, ou il y en a d'autres? Est-ce que ça a évolué, ou est-ce que... Il y a beaucoup de choses que j'aimerais lui transmettre à travers ma mère, mais en édulcorant quand même. Bien sûr, ça évolue, mais c'est si je veux lui transmettre ça impérativement, parce que ça m'a apporté beaucoup de positif dans ma vie. Ça m'a vraiment apporté beaucoup de positif. Il y a des trucs qu'elle m'a transmis qui j'en veux pas, mais c'est plus des traits de caractère. Mais ces deux choses-là, je sais pas comment on peut les appeler, mais ça m'a apporté beaucoup de positif. Oui, parce qu'on vous le rend. On te le rend. J'ai eu des choses Il y a des personnes qui m'ont rendu cette loyauté, entre guillemets, ou alors qu'elles ne sont pas comme ça. Donc du coup, oui, je veux lui transmettre ça. Après, si elle est différente,
je tâcherai de l'accepter comme elle est, de pas être un dictateur, mais voilà, c'est ça où je te dis, on est quand même différentes, parce que ma mère, elle acceptait pas, c'est moi qui t'ai fait, je veux que tu sois comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, voilà. Bon, ça, je suis quand même, je suis différente là-dessus. Comment on passe du droit à l'histoire ? Eh ben, j'ai jamais voulu faire droit. Ouais. En fait, quand j'ai voulu faire histoire dès le début, dès ma terminale, c'est un prof qui m'a donné envie de faire histoire, parce que avant lui, c'est pas une matière qui me parlait beaucoup. Mm-hmm. Et j'ai eu ce fameux prof en terminale. Il était génial et il m'a fait comprendre l'intérêt de la matière. Parce qu'avant, c'est pas que ça ne me parlait pas, mais je comprenais pas. Les Romains, les Mérovingiens, surtout en France, on revient loin dans le programme. Et je trouvais ça sympa, mais comme des histoires à raconter. Mais ce prof en particulier, nous expliquait comment, si on arrive à comprendre cet épisode, cet événement historique, on arrive à envisager le présent, le futur, tout ça, et comment ça peut devenir un outil politique, un instrument social, etc. Et là, j'ai trouvé ça fabuleux. Au point d'en faire une vocation. J'ai commencé à me renseigner sur les facs et tout. J'en ai parlé à mes parents. Ma mère n'a jamais été, elle a jamais suivi mon parcours scolaire. Okay. Ma mère, ça par contre, c'est quelque chose qui est important pour moi et j'aimerais être pareil. En fait, j'avais des bonnes notes, point. Ça lui suffisait. Elle regardait juste, bavardage, machin, voilà. Ça c'est pas bien, elle allait pas aux réunions, elle me disait j'ai pas besoin, tout se passe bien, et tout ça. Donc ma mère n'a jamais été l'espèce de maman, il faut que tu fasses ci, médecine, ou faut que tu sois comme ça, ou ma mère n'a pas fait d'études. Mm-hmm. Mais c'est pas pour ça. Hein. Elle a toujours voulu qu'on fasse des études. Mais à partir du moment où c'est correct, ça suffit. Et mon père, non. Et mon père, il avait peut-être d'autres ambitions, ou il avait cette espèce de truc qu'on a en Algérie. Tout ce qu'on considère comme matière littéraire, c'est que t'es nul à l'école. Hein. Ouais. En France, j'avais beau connaître tout ce qui se passait en Algérie, je l'ignorais. C'était pas du tout le cas en France. D'ailleurs, on s'inscrit où on veut, peu importe la moyenne. Je parle des facs, pas des écoles. Peu importe la moyenne, tout ça. Donc du coup, quand je lui ai dit que je voulais faire histoire, il était choqué. Tu veux faire quoi avec ça? On s'est longtemps moqué de moi. Mais mes frères, quand ils voyaient mes livres, parce qu'à côté de ça, en plus, j'ai fait, même quand je faisais des études d'histoire très sérieuses, j'achetais les espèces de livres un peu gossip sur Marie-Antoinette. Donc du coup. À chaque fois, on se moquait de moi, c'était mais qu'est-ce que ça peut te foutre de savoir qu'il y avait, ils ouvraient la page, je sais pas, un banquet avec je sais pas combien de machins à son mariage et tout, et ils arrivaient pas trop à comprendre cette passion. Et mon père, à ce moment-là, lui qui n'est jamais intervenu de façon aussi directe dans mon éducation entre guillemets, c'était la première fois qu'il formulait quelque chose en fait, et son mécontentement de cette manière-là. Et du coup, il m'a dit il m'a dit des choses aussi très concrètes, ça va être difficile de trouver du travail, tu veux faire quoi avec ça? Tu veux être prof, si c'est ça, ok, mais si tu veux faire autre chose, dis-toi que machin. Je me suis dit, allez, on va laisser ça de côté, je vais voir, qu'est-ce qui est plus porteur? Droit, on m'a dit que ça marchait bien, et puis en plus, ça fonctionne bien avec d'autres études, parce que j'ai toujours su que j'allais reprendre un autre cursus. Je me suis dit, on va faire fac de droit. En plus de ça, j'ai lu j'ai vraiment fait mon choix comme sur un menu. J'ai lu un peu les cours. Je me suis laissée avoir par les intitulés. Mm-hmm. Oui, histoire des institutions de l'Antiquité, machin et tout. Je me suis dit, tiens, c'est génial. On va intégrer un peu les sciences politiques à l'histoire. Tu parles, c'était pas du tout le cas. Mais c'est comme ça que je suis arrivée en fac de droit. J'ai fait mon cursus, mes 3 ans, j'ai obtenu ma licence difficilement, puisque
Enfin, les études de droit, il faut être assez consciencieux, sérieux, il faut aller en amphi. J'avais l'une de mes meilleures amies qui me donnait pas ses cours, hein, c'était vraiment ça. C'était, ouais, toi tu viens pas, tu vas au café, pendant que moi j'étais là à 8h du matin, machin. Et j'étais pas très sérieuse, j'allais au TD, j'allais pas en amphi. Donc j'avais mes années avec 10 piles, rattrapage. Hein. J'étais au rattrapage, chaque année j'étais au rattrapage. Et du coup, dès que j'ai obtenu ma licence, ça y est, j'en voulais plus. Je savais vraiment que c'était pas du tout ce que je voulais faire dans la vie. J'ai fait entre-temps un stage dans un cabinet. J'ai eu la chance, parce que c'est très difficile de faire son stage avant le M1 en cabinet d'avocat. J'ai pu le faire et tout ça. J'ai vraiment pu confirmer que c'était pas du tout fait pour moi. C'est bien, c'est sympa, mais c'est pas fait pour moi. Tout de suite après, là, j'étais plus âgée. Mon père m'a un peu conseillé d'aller voir ailleurs, mais il m'a pas trop freiné dans ce choix par la suite. Donc j'ai fait des études d'histoire suite à ça. Enfin, c'était mon premier choix à la base, mais j'ai atterri là-dedans donc 3 ans après. Voilà. T'étais quel type d'adolescente et de jeune adulte? Adolescente, j'étais curieuse et très curieuse. J'ai essayé plein de choses. Même d'un point de vue religieux, non, enfin, j'ai pas essayé les autres religions. J'ai essayé de me renseigner un peu plus sur l'islam, à tel point qu'à un moment j'étais beaucoup plus pratiquante qu'aujourd'hui. Et c'était par curiosité. Ça n'a été initié par personne chez moi. Voilà, on vit un islam très personnel chez moi, à la maison. D'ailleurs, on est tous très différents. J'ai un frère qui est très pratiquant, qui est très pieux. J'ai un papa qui est dans différents courants. Il change d'avis tous les jours. Ma mère, c'est un islam de sa génération. Elle fait sa prière dans le silence. Le ramadan, pas de profusion de nourriture. Elle est dans un islam qui ressemble beaucoup à des gens de sa génération que je reconnais en tout cas chez des tantes à moi, chez des gens de son âge. Et donc voilà, donc j'ai beaucoup cherché d'un point de vue religieux, mais pas uniquement. J'ai essayé des choses qui étaient à des milliers de kilomètres de moi. Enfin, j'ai essayé de faire du sport, j'ai essayé de enfin voilà, c'est pas mon truc et je le savais, mais voilà, c'est ma curiosité qui me poussait à chaque fois à essayer des choses, etc. Mais j'étais une adolescente plutôt calme. Mes parents n'ont pas eu beaucoup. Alors, ma mère, elle estime qu'elle a eu énormément de soucis, mais ma mère, il lui en faut peu. Il suffit d'une mèche qui n'est pas dans le sens qu'elle considère correct pour que ça soit la révolution. Mais je pense que j'étais plutôt calme. Après, en tant que jeune adulte, j'ai eu très très vite les réponses à mes questions. C'est-à-dire que je ressemble beaucoup à ce que j'étais quand j'avais 20 ans. Avec des outils différents. Mais je ressemble beaucoup à 20 ans déjà, 20 ans, 21 ans, je savais où je voulais aller, ce que je voulais plus, ce que je pensais. Bien, évidemment, heureusement que j'ai aussi évolué, j'ai eu le temps de changer d'avis sur certaines choses, mais disons que les bases étaient déjà là. Enfin, j'ai pas eu de grosses périodes de troubles après ça, où j'étais perdue, où je ne savais pas où aller. J'étais perdue dans mes études parce que je voulais tout faire. Mais j'étais pas perdue. Je voulais aussi être artiste, mais je n'ai aucun talent. Aucun. J'ai tout essayé. J'ai essayé le théâtre, j'ai essayé le dessin, j'ai essayé la harpe, j'ai essayé plein de choses. Je n'ai aucun talent. Mais alors le pire, c'était le théâtre. Ouais. En plus, comme j'avais des horaires à la fac qui me permettaient pas de choisir tous les cours que je voulais, donc j'étais avec des retraités qui étaient très gentils, c'était génial, ils me ramenaient des gâteaux, tout ça, parce que j'étais la plus jeune. Mais pour le coup, ils étaient tellement plus sérieux que moi. Moi, j'étais tellement pas à l'aise sur scène que je passais mon temps à rire. Et moi, quand je suis pas à l'aise, je ris. Et du coup, c'était foireux, c'était nul. Voilà, j'étais pas dedans. J'ai essayé, un bon moment, mais j'étais pas dedans, j'étais pas douée.
Et voilà, donc j'étais toujours aussi curieuse, mais le champ était plus ouvert. Disons que j'avais réglé mon problème avec la religion et les gros dossiers. Et ensuite, j'ai essayé des choses un peu plus fantaisistes, voilà, enfin, qui me faisaient kiffer dans la vie. Et voilà comment j'étais en tant que jeune. J'aimais beaucoup sortir. Mais avec ma mère qui était pas trop, donc voilà, comme tout le monde, le week-end, il y a ma copine qui va pas bien, je vais dormir chez elle, avec des méthodes pareilles. Des mensonges, ça s'appelle. Des mensonges, voilà, douteux. Des mensonges douteux. D'ailleurs, mon frère, qui est très religieux, disait tout le temps à ma mère, oui, alors, Mera, elle va pas bien en France le samedi, dimanche, et en Algérie, c'est le vendredi. Voilà, Mera ferme toutes les bibliothèques, elle est à la bibliothèque jusqu'à minuit. C'est un grand chercheur à 20 ans et tout ça. Et donc, du coup, comme j'avais des horaires à respecter, du coup, je sortais de 8h du matin à 23h. Entre chaque, j'allais en cours. Et tout le reste du temps, café, balade, musée, librairie, enfin voilà, seule ou accompagnée. Voilà ce que je faisais quand j'avais 20 ans. Je le fais toujours quand je peux. Comment tu t'entends avec tes frères et sœurs ? Je m'entends beaucoup mieux maintenant. Dans ma vie d'adulte. C'est pas que je m'entendais pas avant, mais il y avait un trop gros décalage. Surtout avec mon frère aîné. Il y a 20 ans d'écart. Donc, avec mon frère aîné, en plus, il est parti en France, j'étais encore plus jeune. Du coup, j'avais pas beaucoup de souvenirs avec lui à la maison. Quand il venait à la maison, je pensais que c'était mon oncle. Parce que quand on habitait à Sorécal, lui, il faisait son stage à la télé, donc il vivait chez ma grand-mère, c'était plus près. Et il venait le week-end. Je pensais que c'était mon oncle qui venait de France. Voilà, pour moi, le bière à l'époque, c'était la France. Je ne sais pas ce que je m'imaginais. Et comme il est très beau, c'est vrai, il est très beau. Et avec ses cheveux, il était toujours bien habillé, et tout ça, machin. Donc pour moi, il venait de France, il me ramenait des trucs, tout ça. Et avec ma sœur, c'est pareil. Quand j'avais 6 ans, elle est partie en France travailler, elle a rencontré son mari. Et le plus jeune, Adel, celui avec lequel j'ai 10 ans d'écart, j'ai partagé pas mal de jeux d'enfants. Il était ado, donc il était souvent avec moi. Quand il s'ennuyait, il venait s'occuper de moi, il me racontait des histoires et tout ça. Et par la suite, on a eu un rapport un peu plus conflictuel quand j'étais en France, parce que, comme je t'ai dit, c'est quelqu'un de très pratiquant, de très religieux, et il est passé par une phase où sa pratique m'étouffait. Et moi, j'étais dans ma phase expérimentale de la vingtaine, la fac, les sorties, les trucs et tout, qui le dépassaient un peu aussi de son côté. Donc on était dans un peu deux extrêmes, quoi. Et qui ont fini par se rejoindre, hein, mais à ce moment-là, c'est vrai que c'était un peu compliqué avec lui. C'est pas tant l'aspect religieux, c'était l'aspect plutôt culturel, voilà. Mais entre-temps, lui il est resté le même, mais il a mûri, il a aujourd'hui 46 ans, enfin même avant, depuis quelques années. C'est lui qui m'a soutenue quand je voulais rentrer en Algérie. Bon, peut-être parce qu'il s'est dit son âme sera sauvée. Et d'ailleurs, pourquoi t'as voulu rentrer ? Comment s'est passé ton retour ? Alors, comment s'est passé mon retour ? Quand j'étais à la fac et que je kiffais mes années et tout ça, à un moment donné, j'étais dans un pays que je trouvais vieillissant du point de vue de son histoire. Et j'ai commencé à me renseigner sur les opportunités en Algérie. J'ai même envisagé de venir faire l'ENA en Algérie. Enfin, voilà, j'ai tout envisagé. Et du coup, je me suis dit, non, si tu veux rentrer, tu finis tes études et puis tu rentres. Mais c'était là, sans que ça soit acté ou quoi que ce soit. Quand j'ai fini donc droit, j'ai fait histoire. Quand j'ai fini histoire, j'ai fait sciences politiques. Une dernière année, par contre. Donc du coup, j'ai fait cette dernière année où je me suis dit, ça va être là. Soit après, je continue un M1, M2 avec un projet de vie clair, soit c'est fini les études, ça fait 7 ans. Et du coup, c'est cette année-là,
qu'il y a eu un collectif qui s'appelle Libérer Mohamed Gharbi. En fait, c'était par rapport à une histoire d'un ancien moudjahid qui s'est retrouvé dans une autre histoire scabreuse avec un ancien terroriste, un terroriste, mais chez ancien, repenti, entre guillemets. Donc, voilà, il y a eu une histoire avec lui, des menaces et tout, il a fini par le tuer. Et ce fameux Mohamed Gharbi s'est retrouvé en prison. Et en fait, c'est mon père qui m'avait raconté cette histoire. Voilà, il lisait le journal parce que il y avait son jugement en cassation. Et il avait été condamné à la peine de mort, même si la peine de mort en Algérie est gelée, mais la condamnation existe toujours. Et donc il me raconte ça et il me dit c'est complètement dingue, regarde comment ça s'est passé, donc voilà, il prend pour 20 ans, puis perpétuité, puis là, il me raconte un peu tout le truc juridique. Et moi je commence à chercher l'histoire de ce monsieur. Je commence à chercher, je tombe sur une page Facebook qui s'appelle Libérer Mohamed Gharbi et tout, où il donnait toutes les informations au sujet de ce monsieur et de son parcours. Je me suis abonnée, et puis voilà, je regardais comme ça, occasionnellement. Et un jour, il y a un collectif parisien de Libérer Mohamed Gharbi qui a fait un appel aux Parisiens en disant voilà, si la cause vous intéresse, il y a une réunion, tel café, telle heure. Il faut savoir qu'à cette époque-là, je ne connaissais aucun Algérien dans mon entourage. Mes amis étaient tous français ou d'origine autre, mais pas d'Algériens. Il y en avait qu'une. J'avais qu'une seule copine qui s'appelait Siham et qui avait un peu le même parcours que moi, qui est partie très jeune. Tout ça, c'était la seule. Et je me souviens, bêtement, elle voulait rencontrer quelqu'un. Elle voulait un Algérien à tout prix. Et pour la pâter, pour qu'elle m'accompagne, parce que bon, moi, c'était pas du tout à l'ordre du jour, pour qu'elle m'accompagne, je lui ai dit, ouais, voilà, regarde, il y a un collectif, on va y aller, tu vas rencontrer plein d'Algériens. Mamrak, al-Arab partout, Zériyin, en veux-tu, en voilà. Et elle m'a accompagnée. Elle a pas rencontré de mecs, mais on a rencontré des gens qui pour nous étaient fabuleux. Ils avaient pas le même parcours pour le coup. C'était des gens plus âgés qui étaient venus faire leurs études universitaires en France, tout ça. Donc ils étaient très attachés à l'histoire plus récente que nous de l'Algérie. Ils connaissaient tout, ils connaissaient plein de gens, tout ça. Donc du coup, moi tout de suite, j'ai adhéré à la cause. Parce que pour moi, l'humain, c'est toujours au-dessus de tout. Il y a la cause, d'accord. Il y a un humain derrière cette cause, mais c'est aussi cette rencontre qui a fait que j'étais complètement propulsée là-dedans pour les Parisiens. Par la suite, j'ai rencontré ceux qui ont créé LMG en Algérie, et c'est des gens qui constituent mon entourage le plus proche encore aujourd'hui. C'est une deuxième famille pour moi. Et là, j'étais éblouie. Je me suis dit, c'est bon. C'est tout ce qui manquait à ta décision, en fait. C'est parce que quand je venais avant, les années précédentes, voilà, c'était bien, c'était génial. Je venais plusieurs fois par an. Les cousins, les cousines, les sorties, les machins, tout. Toute forme de sortie. Mais voilà, je me sentais quand même un peu en décalage et je savais que c'était pas à cause du fait que je vienne de France ou quoi. Il y avait un décalage dans la façon de voir les choses. Donc ça me freinait un peu de voilà, venir m'installer puis me retrouver un peu seule ou isolée c'était pas trop, disons que voilà, ça me freinait. Quand j'ai rencontré ces gens-là, je me suis dit c'est maintenant ou jamais. Puis suite à ça, donc j'ai continué LMG Paris, tout ça. Il y a eu les marches en Algérie, février 2011. Et je suis descendue pour cette marche parce que j'étais en plein dedans, j'étais avec Libérer Mohamed Gharbi et tout. Je suis descendue pour cette marche, j'ai consolidé, parce qu'avant les liens étaient juste avec ceux d'Alger, c'était juste via mail, d'ailleurs ils étaient très sérieux, ils me faisaient flipper, je pensais qu'ils avaient 50 ans. Je voulais même pas les rencontrer, je laissais les autres, je disais non, moi je suis une exécutante, je fais signer les pétitions, ça s'arrête là, j'ai pas envie de les connaître plus que ça. C'était des mails hyper carrés, ça parlait de Palestine, de plein de choses, que je maîtrisais pas. Et quand je suis descendue, j'ai rencontré des gens incroyables qui avaient une conscience politique que je pensais franchement morte dans ce pays, et structurée aussi. Mais à côté de ça, c'était des gens qui étaient comme moi, qui adoraient faire la fête, qui étaient drôles, des gens pleins de vie en fait. Et du coup voilà, tout de suite je suis partie déposer mes CV, c'est-à-dire ce février-là, fameux février 2011, j'ai fait mon CV et tout, j'ai fait mes CV.
Je suis partie les déposer au soir d'Algérie. Je voulais absolument travailler au soir d'Algérie. Par contre, quand j'ai pris connaissance des salaires, je me suis dit, bon, ça va être un peu la galère. Faut que tu cherches un peu ailleurs aussi. J'ai une amie qui m'avait mis en contact avec une école qui cherchait une prof d'histoire géo. J'ai accepté de tenter le coup parce que j'ai prévenu, j'ai pas fait des études en ce sens, je suis pas formée pour être prof, tout ça. Mais bon, en Algérie, le manque de ressources humaines par rapport à l'enseignement dans les écoles privées fait que très souvent c'est des profs de français qui sont profs d'histoire des géo, donc ils étaient très contents d'avoir quelqu'un qui avait fait des études d'histoire déjà. Et on m'a dit le reste c'est de la formation, vous verrez sur le terrain. Et effectivement, il n'y a pas toujours des règles figées. Donc du coup, j'étais contente, j'avais obtenu 2 trucs, j'allais être prof et journaliste, je me suis dit c'est bon, ta vie, elle est toute tracée, tout ça. Quand je suis remontée en France, après mes petites vacances d'aventurière, il fallait le dire à mes parents. Et j'ai dit à mes parents que j'allais rentrer pour un stage de 3 mois. Encore un mensonge. Oh, il y en a eu plein. Pour un stage de 3 mois. Mon frère, le plus jeune, m'a soutenue. Et mon autre frère, qui était déjà installé en Algérie, leur disait oui, elle sera pas toute seule, je suis là et tout ça. Et en fait, entre-temps, j'ai eu de la chance et en même temps, c'était pas vraiment le moment. Juste avant, il y a France 24 Pôle Maghreb qui venait d'ouvrir. Et mon frère, qui était en Algérie, m'avait décroché un entretien. J'ai passé l'entretien, mais sans conviction, j'en voulais pas. Et ben forcément, comme j'étais pas stressée, je me suis bien vendue. Je suis arrivée, j'ai parlé, je sais pas ce que j'ai raconté, en tout cas ça leur a plu. Et on m'avait proposé un stage, ce qui n'est pas rien. Et mon père m'avait dit, qui avait été journaliste toute sa vie en Algérie, m'a dit « Bdelti France 24, le soir d'Algérie ». C'était pas pour dénigrer le quotidien en lui-même, c'était pour me faire comprendre que j'étais en train de troquer toute une vie contre une autre que je ne connaissais pas après tout. Enfin, j'avais vécu très jeune en Algérie et tout. Donc, il était choqué par ma décision. Et je lui disais, mais non, mais tu vas voir et je reviens, France 24 vont m'attendre et tout ça. Et c'est encore mieux parce que j'aurais fait un stage dans un pays étranger, etc. directement lié par leur canal et tout, machin. Bref. En tout cas, je me souviens d'une scène qui m'avait, jusqu'à présent, c'est ancré dans ma mémoire. C'était le jour où j'ai pris ma valise pour partir. Et il y avait ma mère qui pleurait. Pourtant, c'est juste à côté, mais ma mère, même quand mon frère a déménagé d'un quartier à un autre, elle a pleuré. Mais ce jour-là, c'était déchirant. Je quittais la maison. Et puis t'es la toute dernière. La toute dernière. Ma mère n'a jamais envisagé que je quitte la maison sans époux. Oui, c'est ça. C'est pas envisageable. Ma mère, quand je lui disais je vais en vacances avec des copines le jour où je lui ai dit je vais à Carcassonne, elle dit Carcassonne, où je vais Carcassonne, genre c'est l'autre bout du monde. Elle me disait tu es déjà à l'étranger. Wesh kain étranger pour Canada. Donc du coup, c'était un choc pour elle à tous les niveaux. Et cette scène restera marquée je pense toute ma vie, parce que j'ai vraiment pris ma valise et je l'ai laissée pleurer derrière moi. Ouais. C'était dur, ouais. Et du coup, si je comprends bien, ta venue en Algérie, ça n'a pas été une envie, ça a été beaucoup plus... alors, je sais pas si engagement, c'est quelque chose, mais en tout cas, tu parles d'avoir trouvé une famille en Algérie où tu te sentais un peu mieux dans tes basques... Oui. C'est la rencontre de tout ça. En fait, il y a toujours eu l'envie, mais elle était dormante. Parce que c'était par période. Il y a eu une rencontre de plein de petites choses qui ont fait que cette envie a été révélée et puis ça s'est mué en prise de décision. Quelle est la place du doute dans ta vie ? Je n'en laisse pas beaucoup. J'en laisse pas beaucoup. Pour te donner un exemple concret, comme pour venir m'installer, dès que j'ai pris la décision, je me suis refusée toute machine arrière, toute marche arrière, pardon. Toute marche arrière, pas dans la suite, c'est-à-dire partir, vivre, et puis un jour décider d'aller ailleurs. Toute marche arrière par rapport à ma décision. Et je suis comme ça un peu pour tout.
Je laisse peu de place au doute, ouais. Mais avant de prendre ta décision, est-ce qu'il y a une grosse phase de doute ou pas? Non. Ouais. Non. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je change souvent d'avis, peut-être. Dans les trucs moins lourds. Je dis souvent non et puis après je dis oui. Je reviens. C'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu la période de doute avant. Et donc réflexion, prise de décision. J'aime bien décider tout de suite. Ouais. Voilà. Il y a peu de place au doute dans ma vie. Ouais. Et est-ce que Bab Zmen a été créé? Est-ce que c'est une histoire de rencontre ou pas? Ouais. Ouais, complètement. Ça se sent. Ouais, complètement. J'avais pas assez confiance en moi pour faire un truc pareil toute seule comme ça. Je suis trop passionnée par l'histoire, par un tas de choses pour me lancer comme ça. Allez, vas-y, je vais créer mon truc, machin, mon portail ou autre. Je n'ai même jamais osé en rêver. Quand j'étais plus jeune et que je rêvais travailler dans un truc dédié à l'histoire ou quoi, je me rêvais faire partie de quelque chose qui était déjà là. J'aurais jamais pensé un jour construire. Jamais. De partir de zéro. Jamais. Pourtant, j'ai toujours été une rêveuse, mais je n'étais pas une ambitieuse. Ça a changé. J'ai plus d'ambition aujourd'hui, oui. J'ai peut-être plus confiance en moi. Mais à l'époque, en fait, j'étais prof. Ensuite, j'ai fait un bref passage à l'ARC, l'agence algérienne pour le rayonnement culturel. Ça me correspondait pas. J'ai quitté au bout de quelques mois. Et suite à ça, la personne qui est devenue mon mari aujourd'hui, Khaled, son père était historien. Et c'est avec lui que j'étais à la Fondation Casbah, mais ça n'a rien à voir avec le fils, par contre, la Fondation Casbah. C'était le père, c'était ma relation avec le papa. Et donc, du coup, il connaissait mon parcours, ma passion pour l'histoire. Lui, il n'a rien à voir, il est dans le média, il est beaucoup plus terre à terre, pragmatique, ça, plus ça, plus ça. Si tu veux faire ça, il faut essayer de le faire vivre. Parce que c'est ça aussi, c'est bien de créer un site d'histoire, mais il faut pouvoir le faire vivre et en vivre. Et du coup, c'est lui qui m'avait un petit peu soumis l'idée. Il m'a dit, voilà, pourquoi tu crées pas un site d'histoire, machin, c'est une niche en Algérie, il y en a pas. Voilà, il y a des portes, enfin, il y a des pages, il y a des trucs et tout, mais il n'y a pas de site comme ça dédié et pour une histoire encore plus ancienne que juste période coloniale et ce qui s'ensuit. Et au début, je me suis dit, mais par où commencer? Par où commencer? Et il m'a enlevé toute la partie commerciale. Il m'avait dit, t'occupe pas de ça. On va investir parce qu'il faut des gens avec toi. Tu peux pas toute seule et tout, etc. Et j'ai tout appris toute seule, comme ça, à écrire. Parce que mon passage au Soir d'Algérie était trop bref pour que je puisse maîtriser les outils de l'écriture, de la rédaction pour un site ou pour un journal ou enfin à titre informatif quoi. On n'est pas dans tu te laisses aller, on n'est pas dans la littérature, on n'est pas dans écrire un bouquin à ta sauce, on est dans l'information. Et du coup, j'ai appris à écrire en même temps que j'ai appris à gérer une petite équipe, en même temps que j'ai appris à gérer mes émotions aussi, parce que j'arrivais pas à gérer mon temps. Donc quand il y avait mon mari qui me disait alors est-ce que c'est fini, quand est-ce que tu mets en ligne tant d'articles pour pouvoir, j'étais là, j'étais dans tous mes états. Et en fait, au début, mon beau-père, qui n'est plus de ce monde, Allah yarhamou, qui au début nous donnait pas mal d'articles, surtout s'agissant de l'histoire d'Alger, c'était sa grande spécialité et tout. Et puis très rapidement, c'était devenu mon projet. Voilà, c'était devenu à moi et je savais exactement ce que je voulais, quel type d'article, parce qu'après j'avais un compte, enfin après on crée le site et puis après on interagit avec les adhérents, avec les gens qui commentent, on voit un petit peu ce qu'ils veulent pas et puis on s'adapte. Et comme je t'ai dit, avec le temps c'est devenu mon projet à part entière. Je n'ai jamais réussi à le faire vivre toute seule, financièrement parlant. Je suis nulle. Je dépense. En finance. Oh là là, je dépense très bien. Ouais, alors pour ça, que ça soit au niveau professionnel, ouais, recrute. J'ai besoin de ça, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Par contre, pour ramener les fonds, là ça rame. Hein. Et un peu moins maintenant. Mais ça ramait beaucoup à l'époque, donc oui, bien sûr, c'est grâce à Khaled que j'ai pu le faire vivre et que j'ai pu le faire. Et le faire vivre. Je ne me suis occupée que du contenu. Ouais. Voilà. Comment on passe du site à la version papier?
Difficilement, surtout que c'est un chemin un peu inverse. La revue papier, c'était un rêve. Voilà, pour moi, l'histoire, c'est un magazine, c'est Historia, c'est l'histoire. Et c'est coûteux. Donc, le truc, c'est que Babsman existait déjà depuis 3 ou 4 ans quand on a lancé la revue papier. Donc, quand on a démarché, on a eu des gens qui nous ont soutenus assez rapidement. Il faut savoir que c'est un numéro 0 qui nous a donné cette possibilité de démarcher avec déjà quelque chose de concret. Ce numéro 0, c'est une boîte de com qui nous l'a fait parce que il faisait à cette époque-là des sortes d'immenses conférences qui s'appelaient FICRA, où il ramenait plein de gens qui faisaient un petit peu le paysage médiatique de l'Algérie à ce moment-là. Et on avait été un peu projet coup de cœur. Donc du coup, ils nous ont financé la version papier et c'est avec ça que j'ai démarché par la suite pour obtenir des financements, pour obtenir mes autorisations déjà, pour pouvoir sortir la revue et pour obtenir des financements. Le numéro 0, c'était juste une compilation des articles qui existaient sur le site. Après, c'était le kiff de pouvoir faire un contenu différent, un contenu magazine, c'est-à-dire aller dans des choses un peu plus scientifiques et en plus, ce qui est génial avec la revue papier, c'est qu'il n'y a pas de commentaires et parce que les commentaires c'est bien, mais ça détourne plus du sujet que ça n'apporte quoi que ce soit. Voilà, je ne remets pas en question la critique, je remets en question les débats inutiles entre eux généralement. Donc dès qu'on balance un sujet, si ça touche un peu à la religion, voilà, si ça touche un peu aux anciennes communautés qui vivaient en Algérie, voilà, c'est terrible. Donc du coup, avec la revue papier, on se sent plus libre. Et l'aventure de la revue, j'ai adoré faire ça. Et d'ailleurs, on a vu l'évolution du numéro 1 au dernier numéro. Le numéro 1, on tâtonnait d'un point de vue infographie. On était avec un infographe avec qui j'ai aimé travailler parce que c'est un passionné. Il avait jamais travaillé il avait jamais fait de revue. Mais voilà, il voulait être là. Il voulait créer les cartes, il voulait ceci et tout, etc. Donc on a tâtonné au début. La rédaction, non. C'est ce qui pose le moins de problèmes, la rédaction. Chaque dossier, on prend un spécialiste de la période. C'est très simple. On a des rédacteurs. Maintenant, j'ai une liste de journalistes rédacteurs avec lesquels j'aime travailler et en qui j'ai totalement confiance. Donc, du coup, pour la partie rédaction, c'était maîtrisé. Pour le reste, on a tâtonné jusqu'à trouver un équilibre vers la suite. Je vais pas dire vers la fin parce que pour l'instant, il n'y a plus de revue papier Babsman. Mais voilà, c'est comme ça qu'un petit peu on a créé, et il y avait aucun respect de la périodicité. Aucun. Bimensuel, trimestriel, semestriel, annuel. Au début, j'étais stressée par ça. Et après, je me suis dit, c'est quand je peux. C'est à l'image de ce pays. Financièrement, si j'avais dû assurer une périodicité, il y aurait eu qu'un ou 2 numéros. Mais comme après, je me suis allégée de tout ça, on en a quand même fait 7. Et c'est pas rien. Honnêtement, c'est lié directement à des problèmes d'argent. Un magazine coûte cher, ça fait pas vivre. Quand vous obtenez des sponsors, vous n'allez pas en plus les presser de vous payer. Parce que les sponsors ont cette habitude de payer 18 mois après, 2 ans, il m'est arrivé. Alors là, si c'est étatique, on est dans le 3 ans. Ils se foutent de savoir que vous êtes une petite entreprise qui peut pas à chaque fois, parce qu'entre-temps, je suis censée ressortir de l'argent pour ressortir un autre magazine. Donc, je faisais à chaque fois que j'étais payée. Voilà. J'étais pas assez commerciale dans ma démarche pour presser les gens. Je le disais, je le précisais, voilà, machin, s'il vous plaît, machin, on peut pas survivre, on peut pas comme ça et tout, j'ai des gens à payer. Les gens à payer, je faisais ça, c'était ma priorité. Et après, l'impression, le canal de distribution, tout ça, c'est pas avec les 250 dinars de la revue qu'on payait tout ça. C'est pas ça. Donc du coup, j'ai fait une sorte de schéma qui me correspondait et qui correspondait à mon petit business et à mon activité pour faire au mieux. Sortir des magazines, mais quand je peux. Si par exemple tu rencontres une personne ou je te présente une personne qui souhaite se lancer dans l'entrepreneuriat culturel, ce que tu fais, quel est le conseil que tu lui donnerais qu'on ne t'a pas forcément donné?
Je pense que si on se lance dans l'entrepreneuriat culturel, il faut savoir qu'on peut pas en vivre très bien dès le début, quoi. Ça va être très difficile. On peut pas déconseiller à une personne qui n'a pas de quoi financer son projet de s'abstenir. Mais je conseillerais de trouver une façon de financer son projet au moins sur une année. C'est très important. Donc il faut de l'argent pour démarrer. C'est une réalité. Après, pour ce qui est du reste, il faut se créer un réseau. Le réseau est très, très, très important dans tous les secteurs, mais je pense encore plus dans un secteur comme l'entrepreneuriat culturel, où on n'est pas nombreux. Et justement, le fait qu'on soit... Normalement, on est censé pas s'entraider. Je suis pas dans l'associatif ou quoi que ce soit, mais par moment former une sorte de corporation, parce que très souvent, moi, j'ai eu des fois où je devais faire des démarches avec le ministère de la Culture ou d'autres types d'administration. À partir du moment où ils ne maîtrisaient pas trop ce que je faisais, c'était très difficile d'obtenir ce que moi je demandais du coup. Donc pour moi, si j'avais été entourée à ce moment-là, peut-être que ça aurait débloqué les choses ou quoi. Il faut être entouré. À défaut de dire il faut avoir des contacts, il faut être entouré, ouais. Le culturel est géré par l'étatique. Et donc, du coup, à partir de ce moment-là, si tu n'as pas... Il y a plein de trucs où il y a des verrous administratifs, il y a faut demander une autorisation pour aller vers ça, pour aller vers ci, pour faire ça, etc. C'est super complexe. Et donc, du coup, ça prend du temps. Et il faut l'avoir, ce temps. Et puis, oui, il faut avoir l'argent, justement, pour pouvoir se permettre le luxe de faire ces démarches, de pouvoir faire péter les verrous entre-temps, et pour pouvoir ensuite commencer à travailler dans son truc. Voilà, c'est ça qui est compliqué. Si Mira Gassem était une émotion, ça serait laquelle? Bon, allez, je vais dire la joie. Vu que t'es la joie, quelle a été... C'est un peu prétentieux, mais... Non, c'est pas prétentieux, c'est la manière dont on se voit. Je me vois avec plein de... Mais on va dire la joie. Ouais. Quelle a été jusqu'à présent ta plus grande réussite? De combiner les différents aspects de ma vie. Ouais, c'est-à-dire ma vie de femme, ma vie de maman, ma vie professionnelle, ma vie d'épouse, ma vie de passionnée, ma vie de militante. Voilà, c'est de combiner tout ça. Et comment on y arrive? En passant par plusieurs émotions. Il faut le vouloir. Hein. Il faut le vouloir, c'est vraiment pas le chemin le plus facile. Hein. Parfois je me dis que j'aurais aimé être différente. Pourquoi vouloir tout faire? Pourquoi avoir envie d'aller par là? Pourquoi il y a des fois où j'envie des personnes qui ont une vie que moi je pense plus calme. Hein. Je ne sais pas après de l'intérieur, j'en sais rien. Mais que moi je crois plus calme en tout cas, parce que je suis vraiment très très fatiguée en permanence. Mais on y arrive avec beaucoup de consensus, beaucoup de volonté. En fait, il faut le vouloir. Le vouloir, parce que oui, il faut le vouloir. C'est pareil pour même continuer à avoir une vie quand on a un enfant, le boulot, le machin et tout. Le week-end, très souvent, j'ai même une collègue qui me dit oui, je voulais sortir ce week-end et tout. Comment tu fais? J'étais crevée et tout. Je lui ai dit et alors, est-ce que quand t'es restée chez toi, est-ce que t'étais en forme samedi soir? Elle m'a dit non. Je lui ai fait moi c'est pareil, mais je préférais être crevée dehors et faire la fête et ne pas dormir parce que j'ai fait la fête plutôt que ne pas dormir parce que ma fille m'a réveillée toutes les heures. Et de toute façon, ça, c'est là. Et je ne le changerai pas. Du coup, voilà. Mais il faut le vouloir quand même, ouais. Il faut le vouloir. Il faut avoir ce truc, je dis, de se dire, oui, allez, c'est pas grave. On va recevoir 40 personnes. On va faire la fête. Il y aura des enfants par là, des gens à droite, des gens à gauche, machin. Et ça va vivre dans toute la maison. Et à 1h du matin, j'aurais envie de que tout le monde rentre chez soi. Et je détesterai tout le monde. Et le lendemain, il faudra ramasser, faire le ménage. Exactement, faudra ramasser. Je vais les traiter tous les noms en leur absence et je vais me dire que je les reverrai plus jamais. Mais après, voilà, arrive le samedi et je me dis, c'était cool, j'ai passé un bon week-end, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai vu un tel, ça faisait longtemps. Donc, voilà. C'est pas évident, mais je vais pas te dire que j'y arrive tout le temps.
J'y arrive pas tout le temps. Ah ouais, c'est là où j'ai des moments de doute, par contre. Ouais, mais c'est des moments de doute après coup, de se dire est-ce que j'ai pas mal fait les choses, est-ce que j'ai pas bâclé ci, est-ce que j'ai passé assez de temps avec ma fille, est-ce que tout ça. Mais je pense que ma plus grande réussite, c'est celle-là. Ouais. Est-ce que la maternité t'a apporté quelque chose? Alors t'as retiré sûrement, comme nous toutes les mamans. Mais est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Oui, de faire passer quelqu'un d'autre avant moi. Ouais. C'est dur? C'était pas évident au début. J'ai pas su m'y prendre tout de suite avec ce sentiment qui était là. C'était instinctif, forcément. Et puis du coup, après, ça me rattrapait et ça va avec la perte de liberté. Je fais beaucoup passer les gens avant moi dans mes relations, c'est-à-dire voilà, je vais tout te donner, je suis très partageuse, etc. Mais c'est superficiel. Mais c'est vraiment superficiel. Mais dans le fond, mon confort, peut-être égoïste, mais c'est une réalité, il passe avant tout. Donc oui, je fais l'effort, je peux faire plein de choses et tout, mais le jour où ça me prend dans ma tête de faire passer mon truc avant, je le fais. Et là, tu peux pas. T'as un petit être qui dépend de toi, qui est vraiment l'être humain le plus important sur Terre pour toi. Et il passe avant tout. Et c'est pas décidé, c'est comme ça, ça arrive. Et tu le ressens, je me suis pas forcée à le ressentir. Tu le ressens, et puis voilà, il faut faire avec. Et du coup, est-ce que tu penses que tu es en train de grandir en même temps que ton enfant? Selon mon mari, non. Non, mais oui, c'est possible, oui. À certains niveaux, oui, c'est possible. J'ai jamais eu à m'occuper de quelqu'un d'autre que de moi. Jamais. Même quand je me suis mariée, j'ai pas reproduit le chemin de mes parents. Quand on s'est mariés, on est deux adultes, on vit ensemble, on s'entraide. Je veux même pas parler de partage des tâches ou quoi, parce que on l'écrit pas sur un tableau. On fait ce qu'il y a à faire pour vivre convenablement ensemble. Donc du coup, même là, j'ai pas eu cette impression d'avoir à m'occuper de quelqu'un. Mon mari s'est occupé il est différent. Il s'est occupé, il est très protecteur, ses parents étaient malades, voilà, il a eu certaines tâches que moi je n'ai pas eues dans la vie. Donc même avec moi, c'est lui qui pas parce que c'est l'homme ou quoi, mais c'est du point de vue du caractère, il s'est toujours occupé de moi. Et là, faut que je m'occupe de quelqu'un, il faut le nourrir. Il faut le nourrir. Ouais. Alors je pose tout le temps les 2 dernières questions à Meshahu. La première question, c'est quelle est la personne que tu aimerais écouter à Meshahu? Il y en a un. C'est assez personnel, hein, quand même. Comme expérience, oui. Ouais, c'est fou. Je crois que j'ai jamais parlé de tout ça avant. Si, mais par bribes, tu vois. C'est pas grave si c'est pas une personne connue. Ah oui, au contraire. J'ai une amie qui est artiste peintre, qui parle de tout, sauf d'elle. Ouais. Elle s'appelle Fatma Zahra Bouaouni. Et la dernière question, c'est qu'est-ce que pour toi Meshahu? Alors, avant de venir, Meshahu, c'était... parce que voilà, je suis tombée sur quelques profils de personnes que je connaissais qui ont participé à l'expérience. Meshahu, c'était les histoires de certaines personnes avec qui j'étais connectée. Bah, ça part de moi, hein, forcément, la réponse. Avec qui j'étais connectée d'une façon ou d'une autre. J'ai travaillé avec elles, ou c'était des copines, ou c'est des gens qui font le paysage forcément culturel algérien, mais que j'ai pu connaître personnellement. Et donc j'ai écouté quelques bribes en me disant je vais regarder je vais écouter avec plus d'attention quand j'aurai le temps, le fameux jour quand j'aurai le temps. Et aujourd'hui, en fait, maintenant que j'ai fait la Meshahu, c'est l'expérience la plus personnelle que j'ai eu à faire ces dernières années, je crois. Oui, j'ai jamais fait un truc pareil. Jamais. J'en ai fait c'est pas la même chose, c'est plus on est dans la promotion de livres, de machin, mais j'ai eu des sortes de journalistes qui essayaient d'apporter des questions personnelles pour donner un aspect un peu plus moderne, mais là j'ai jamais été aussi libre dans mes propos que là. Voilà. C'est ça, ma chère, ouais. C'est une liberté de ton, quand même. C'est aussi parce qu'on sait que, voilà, ça sera pas
diffusé sur Nahar, mais d'où l'importance de l'indépendance des médias. Voilà, exactement. Ouais. Et là, on le ressent bien. Et du coup, voilà, je t'ai parlé de tout et je n'ai aucun problème à ce que ça soit diffusé. Voilà. Merci beaucoup, Mira. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci à notre invitée d'être venue nous raconter sa Meshahu. Pour la suivre et prendre contact avec elle, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Meshahu, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshahu en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahu et à très bientôt.